bien, bonjour à tous. Nous sommes heureux, Olivier, Audric et moi, de vous partager aujourd'hui nos retours d'expérience sur nos cérémonies agiles. Merci à Agile en scène ainsi qu'aux différents sponsors de nous avoir offert cette tribune et aux différents auditeurs présents aujourd'hui. Passons à la présentation de notre environnement professionnel. La slide sur la présentation de notre environnement professionnel. Je ne vais pas vous parler de tous les chiffres, mais simplement le groupe Société Générale sert 29 millions de clients dans le monde à travers 3 pôles métiers complémentaires. La banque pour les clients particuliers en France avec les agences et la banque en ligne. La banque pour les particuliers hors de France et les services financiers. Enfin, la banque pour les entreprises, les institutions financières et le secteur public. Alors, nous concernant, nous opérons tous les trois dans une des 7 DSI qui constituent la filière IT du groupe Société Générale et dont la stratégie est orientée vers le digital et où l'on met en œuvre les principes de l'agilité. Nous vous proposons aujourd'hui de partager nos trucs et astuces de nos PI planning à distance, ceci à partir de nos 3 retours d'expérience de RTE. Donc pour ce faire, je cède la parole à Audric qui va enchaîner sur les bases de l'agilité. Alors bonjour, je m'appelle Audric Thévenet. Être agile, c'est entre autres mettre en avant les interactions entre individus et savoir s'adapter au changement, comme nous le rappellent 2 des 4 valeurs du manifeste agile. Et c'est vrai que dans le contexte actuel, ces mots prennent tout leur sens. Alors, voyons déjà quelques concepts bases afin de tous partager le même vocabulaire, histoire de niveler un peu tout le monde et qu'on parle bien des mêmes choses. Il existe une multitude de façons agiles d'organiser le travail d'un groupe de personnes selon sa taille. L'objectif reste cependant toujours le même, livrer de façon incrémentale et régulière au cours du temps un produit qui fonctionne. SAFe est un ensemble d'outils qui propose des solutions pour gérer un grand nombre d'équipes qu'on appelle des trains. Et au niveau des équipes, Scrum est une méthodologie globalement la plus régulièrement utilisée. À noter que même si Scrum et SAFe sont très utilisés, il existe évidemment de nombreux autres outils agiles qui peuvent être parfois plus adaptés en fonction des situations. Alors, en termes de composition, on retrouve dans une équipe un Scrum Master, représenté en bas à gauche, qui veille à la bonne application de la méthode et qui dégage les obstacles de la route de l'équipe. On va retrouver le PO, le Product Owner, qui représente les clients pour définir un peu les attendus, et l'équipe qui va décider comment on y répond et qui va faire le travail nécessaire d'implémentation. Alors, à l'échelle d'un train SAFe, donc le cran au-dessus, on va retrouver le Release Train Engineer, le RTE, c'est ce que nous sommes tous les trois, qui met en place des outils du framework SAFe et qui dégage les obstacles de la route du train, donc à un niveau plus élevé. Le Product Manager, quant à lui, il décide des objectifs produits, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va chercher à atteindre au niveau du train. Donc, pour bien comprendre un peu la distinction, c'est lui qui dit, par exemple, je suis à Paris, je veux aller à Rome. Le Product Owner, lui, quant à lui, dira très bien, alors compte tenu de la route, on va passer plutôt par telle étape en évitant celle-ci. L'équipe, enfin, dira itérativement comment atteindre les dites étapes. Alors, toujours au niveau du train, on va retrouver aussi des architectes et une équipe système qui sont là pour apporter un soutien technique au train. Et enfin, des métiers qui vont intervenir de différentes manières, comme clients et sponsors. Enfin, on va retrouver quelques autres rôles similaires au niveau d'un solution train, mais ici, on ne va pas vraiment les détailler parce que ça ne va rien apporter à la compréhension de la présentation. D'une durée théorique de 10 à 12 semaines, le programme Incrément, qu'on va appeler dans cette présentation le PI, contient une suite d'itérations de travail suivie d'une période d'innovation et de planning. Notre conférence porte sur un événement particulier, ici représenté en bleu, le PI Planning. Cette cérémonie rassemble en un même lieu physique tous les membres d'un train ou solution train, accompagnés de toute personne nécessaire à la prise de décision. La question est donc, que faire pour qu'un PI Planning fonctionne à distance? Alors, je laisse la parole à Philippe qui va se présenter un petit peu. Oui, voilà, donc je m'appelle Philippe Mérias, je suis RTE au service d'un train constitué de 74 collaborateurs répartis dans 6 équipes. Actuellement, nous avons à réaliser 3 PI, dont un à distance. Et nos PI se déroulent sur une journée.
Notre transformation vers les pratiques agiles est assez récente et date d'1 an. Nous sommes alignés sur l'organisation d'une DSI en vue d'une trajectoire DevOps. Donc, et pour terminer ma présentation, voilà, nous sommes basés à Orléans. Je passe la parole à Olivier. Bonjour, je suis Olivier Jeannot, donc je suis RTE d'un train d'une 60aine de personnes, constitué de 6 équipes. Nous avons réalisé notre 5e PI Planning, donc 2 en présentiel et 3 à distance. La durée du PI Planning se déroule donc sur 1 jour, parfois 2 demi-journées en fonction des contraintes des agendas. Et nous sommes basés à Paris. Alors bonjour, Audric Thévenet, je suis RTE au sein d'un solution train composé de 3 trains qui regroupent 300 personnes au sein de 27 équipes. Nous organisons nos PI planning sur 3 jours et en sommes à notre 13e PI, dont 2 initiés par des PI planning à distance. Alors c'est parti, nous allons entrer dans le vif du sujet. Merci de retenir vos questions jusqu'à la fin de cette présentation. Nous aurons quelques minutes à l'issue pour y répondre. Alors, si vous ne deviez retenir qu'une chose de cette présentation, ce serait le mot checklist. Alors, plus qu'une astuce, on est même à la limite du cheat code, puisqu'en fait, l'idée ici, ça va être d'avoir tout prévu à l'avance, et l'objectif sera donc pour vous de challenger chacun des points de la checklist, et de trouver finalement la réponse la plus adaptée à chacune des situations. Alors, voici l'ensemble des points sur lesquels nous vous invitons à vous questionner dans le contexte de votre entreprise. Nous avons préparé pour vous un document à télécharger que le modérateur mettra à votre disposition. Donc, peut-être qu'il postera un lien dans le chat ou qu'il le mettra en haut dans la description. Je le laisse s'en occuper. On vous a préparé un petit PDF qui récapitule en fait et qui brosse l'ensemble de ces sujets, car nous n'aurons pas le temps malheureusement d'aller vraiment dans le détail de tous ces sujets. C'est la raison pour laquelle nous avons sélectionné en fait un ensemble de sujets sur lesquels on va vraiment zoomer un peu plus. Alors Philippe commencera par vous parler du choix des outils et du pré-grooming, puis j'évoquerai la mise en place d'une salle virtuelle, la personnalisation des tableaux de travail au niveau train et équipe, et j'enchaînerai en creusant un petit peu comment guider étape par étape. Olivier conclura enfin en évoquant ses trucs et astuces autour de la rétrospective. Alors, je vous confie donc à Philippe qui va vous parler de la phase de préparation. Ouais, merci Audric. Donc, la checklist préparation concerne ce qui est nécessaire au décollage de la fusée. Alors, dans notre cas, on va plutôt parler de train, voire du Paris-Rome. Pour ce faire, en fait, on va préparer tout ce qui est nécessaire au fait que le train va partir à l'heure, va desservir les gares, mais aussi va arriver à l'heure au terminus. Donc, comme l'a dit Audric, nous avons retenu 2 thèmes, les outils et le pré-grooming. Passons donc sur le premier point, les outils. Dans un mode à distance, en fait, les outils sont un point clé. On le voit bien au quotidien de par en fait la mise en place du dispositif sanitaire. Un point clé pour le déroulement du PI planning. Il s'agira donc de faire le bon choix. Ce qui permettra de rester concentré sur les activités du PI le jour J, d'éviter des perturbations de type logistique par exemple, d'avoir également une bonne visibilité du déroulement des activités. Les team breakouts s'enchaînent assez rapidement tout au long de la journée. Enfin, de faciliter leur prise en main. Voyons ces différentes catégories d'outils. Alors, parmi ces outils, on distingue différentes familles dans lesquelles il faudra pouvoir faire des choix. Il y a ceux de la communication, comme par exemple les outils Skype, Teams, Zoom ou bien d'autres. Ceux pour les présentations, ce sont souvent des outils de type bureautique utilisés, les Excel et PowerPoint. Il y a aussi les différents outils pour collaborer. Par exemple, lors du Team Breakout, on a besoin d'interactivité ou bien sur les votes de confiance. Enfin, ceux liés à la documentation et référentiel. Je n'oublie pas, bien sûr, en fait, l'équipement du collaborateur. On voit un peu aujourd'hui l'équipement de son laptop, de son écran et de son casque. En effet, dans certains cas, certains outils nécessitent d'avoir des grands écrans. Donc, point à prendre en compte également. Alors, pour imager cette problématique d'outillage, je vais vous partager un cas concret que nous avons vécu sur notre PI numéro 3. Parallèle, je vais vous parler en fait du cas concret que nous avons vécu sur Orléans dans le cadre de notre équipe sur notre PI numéro 3. Donc voilà, les équipes utilisent le week-end. Le week-end, c'est un gestionnaire de tâches pour la backlog du PI. Donc, la préparation de la backlog s'est faite sur cet outil-là.
Pour la backlog locale, les équipes avaient un fichier Excel. Et pour animer en fait les team boards, en fait, on avait préparé un klaxon par équipe, puis un klaxon pour le programme board. Donc, ce qui s'est passé dans notre environnement et dans notre cas concret, c'est que pour passer d'un outil à un autre, en fait, il a fallu ressaisir les features, les stories de la backlog. D'un premier temps, en fait, entre le week-end et le team board du klaxon pour les équipes, puis ensuite pour les équipes du team board vers le programme board. Donc, on voit bien en fait que le choix des outils est quelque chose de déterminant. Alors, ça n'a pas remis en cause l'événement. Cela dit, en fait, on a perdu du temps et du coup, on s'est moins consacré à la partie interactive et plus à des tâches de recopie qui auraient pu être évitées. Donc, bien sûr que dans notre exemple, on a résolu cette problématique-là en réduisant et en optimisant en fait l'utilisation, par exemple, du klaxon. Mais on voit bien que la déclinaison de ces outils-là aurait pu nous faire perdre du temps et nous déconcentrer quelque part. Sur la partie des cas concrets que je vous ai exposés, je propose de passer maintenant et de regarder en fait les différents critères de choix qui vont nous permettre de choisir le bon outil. Bon, tout d'abord sur la performance, hein, si votre PI planning réunit plus de 100 personnes, il faudra vérifier, tester que l'outil supporte bien le volume de sollicitations et de façon simultanée, bien sûr. Certains de ces outils sont aussi utilisés pour l'audio et la vidéo, et ceux-ci ne supportent pas toujours la latence réseau. Donc, ça peut provoquer des distorsions de voix ou d'image qui peuvent perturber les différents meetings. Enfin, il faudra vérifier que ces outils permettent la centralisation des données, notamment pour les phases de collaboration, et disposent d'une résilience. Une défaillance des outils le jour J pourrait provoquer un report de l'événement. Donc, ce serait beaucoup de temps perdu et à refaire. Point important également sur l'environnement qui est le nôtre, l'environnement bancaire. Hein. Il faut vérifier que ces outils respectent bien les principes de sécurité, la confidentialité et la conformité. Une négligence sur ces points-là pourrait avoir de gros impacts pour l'entreprise. Enfin, les modes de connexion et d'accessibilité. Donc voilà, vérifier ces points-là. Comment se connecter à l'outil, voir comment s'y authentifier, potentiellement vérifier s'il n'y a pas un système d'habilitation qui est nécessaire. Le niveau d'interactivité, et notamment pour les trim breaks, est très important pour l'alimentation du teamboard, ainsi que l'aide. Donc on n'oublie pas non plus les coûts liés en fait au coût de licence de certains de ces outils qui peuvent avoir des effets sur la partie budget. Je vous propose, pour imager et pour illustrer en fait ces critères de sélection, un nouveau cas concret que nous avons vécu, toujours avec les mêmes outils que le cas précédent, sur l'utilisation du week-end, pour la préparation du backlog du PI et la préparation de nos besoins. Dans ces préparations de réunion, nous avons utilisé cet outil-là et nous étions peu nombreux à alimenter la backlog du PI. Donc, environ 5 à 6 personnes étaient sur l'utilisation du week-end. Jusque-là, tout se passait bien. Par contre, le jour du PI, en fait, c'est presque l'ensemble de mes collaborateurs qui se sont connectés au week-end et on a vu apparaître très rapidement des ralentissements. On a bien vu que en fait, l'utilisation du produit était limitée. En prévenant chacun de nos collaborateurs, on a pu réduire cet effet de bord, mais voilà, on aurait pu être en difficulté parce que cet outil-là ne supportait pas forcément bien le nombre de connexions simultanées. Donc, je vous propose de passer à la checklist du point suivant qui permet d'aborder la préparation du travail en amont. Donc, sur ce deuxième point-là, voilà, réaliser certaines tâches du grooming en avance va permettre différents points. D'une part, de tenir l'agenda du PI plus facilement. C'est important en fait que ce temps fort qui est bien préparé depuis plusieurs semaines puisse se tenir. De pouvoir mieux aussi gérer les aléas du mode à distance. Voilà, on a typiquement un cas concret aujourd'hui qui le met en exemple. Et aussi de pouvoir itérer sur certains besoins plus complexes. Dans notre cas, en fait, on reçoit régulièrement des demandes de la DSI pour lesquelles des éclairages, des itérations successives sont nécessaires. Alors, vous allez me dire, mais comment positionner le pré-grooming? Donc, le pré-grooming, en fait, c'est l'ensemble des tâches qui sont normalement faites dans le cadre du grooming au sein du PI. Et ces pré-grooming-là, en fait, cette phase-là est généralement faite après que les besoins sont priorisés pour le déroulement du PI. Donc, avancer certaines tâches du grooming va nécessiter d'avancer la priorisation des besoins, bien évidemment. Donc, on reste toujours dans le cadre du sprint innovation planning, mais ça fait bouger quelques informations à l'avance. On va considérer que la priorisation, elle est stable au moment du pré-grooming, et du coup, on va pouvoir lancer les phases de pré-grooming. Les phases de pré-grooming
vont se dérouler dans cette période-là dont je viens de parler, innovation planning. Et cet investissement-là, en fait, va permettre, dans certains cas, d'avoir un PI plus court, mais également d'avoir optimisé la phase de grooming qui restera à faire le jour du PI. Donc, regardons maintenant plus précisément les tâches du grooming. Donc, dans ces tâches-là que nous avons listées aujourd'hui, normalement, les équipes doivent calculer leur vélocité, réaliser le découpage en user story, estimer le nombre de points de chaque US, identifier les dépendances, limiter les risques, enfin, planifier les features et user story dans les sprints. Voyons quelques tâches, en fait, parmi ces tâches-là, quelles seraient les tâches qui pourraient être envisagées d'avancer dans le cadre du pré-grooming. Bon, j'allais dire quelque part, ça dépend un peu de la maturité des équipes. En effet, au sein du train, les équipes n'avancent pas forcément au même rythme. On peut imaginer qu'une équipe fasse le calcul de la vélocité jusqu'à la planification des features et des user stories. On peut imaginer aussi qu'une autre équipe sera limitée à calculer sa vélocité. Donc, comment en fait gérer l'enchaînement de ces tâches dans le cadre du pré-grooming, c'est-à-dire en avance de phase du PI planning et vis-à-vis en fait de la tenue du PI planning. Donc, l'idée, ce sera de pouvoir positionner le curseur au bon niveau et le niveau sera peut-être le minimum réalisable pour l'ensemble des équipes. C'est-à-dire, par exemple, on peut imaginer que chacune des équipes pourra calculer sa vélocité avant de démarrer le PI planning. Pour autant, on pourrait laisser les équipes s'adapter sur le reste des autres étapes et décider à leur niveau de poursuivre ou d'avancer dans le cadre du pré-grooming un certain nombre de tâches comme les dépendances ou les estimations ou bien encore l'évaluation des risques. Donc, de cette façon, les équipes elles vont être autonomes. En même temps, on aura garanti un point d'entrée lors du PI planning sur les étapes du grooming et qui va permettre en fait au fur et à mesure de s'expérimenter et de progresser dans le temps. Restez avec nous. Je vais passer la parole à Audric qui va maintenant vous présenter la checklist du PI planning. Je vais vous parler du coup de la phase de PI planning. La première des choses, ça va être de créer une salle commune virtuelle avec un ensemble d'aides intégrées qui vont vous permettre, à l'instar, j'allais dire, du moment où vous vous rassemblez tous physiquement ensemble, d'avoir une bonne vision d'ensemble. Alors, ça va aussi permettre de faciliter un peu les interactions, puis surtout de donner aussi une transparence pour que tout le monde soit au courant des informations en même temps. Alors, sur cette slide, vous pouvez voir un exemple de salle virtuelle qu'on a créée, nous, côté Société Générale, pour mon Solution Train. Alors, comme vous le voyez, cette salle virtuelle est répartie en deux zones relativement distinctes. La zone du haut qui présente une timeline où on voit différentes étapes sur lesquelles on va revenir un petit peu. Et puis la zone du bas où vous voyez figurer en fait pour chacun des trains l'ensemble des team boards des équipes. Donc en gros, les team boards, c'est les tableaux de travail où chaque équipe va s'occuper de gérer la façon dont elle répartit dans le temps le travail qu'on lui a demandé de faire. Et puis, sur la partie du haut, on va retrouver un ensemble d'éléments avec aussi des programmes boards qui rassemblent en fait, quant à eux, l'ensemble des besoins et des dépendances entre les différentes équipes du train. Alors, si on zoome un peu sur la timeline en haut, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve d'abord une première zone qui va parler de la partie préparation. Donc, dans cette partie préparation, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des petits guides sur comment utiliser chacun des outils nécessaires au cours du PI planning. Ensuite, on va trouver une zone d'information dans laquelle on va retrouver évidemment notre agenda qui indique, en tenant en compte évidemment toutes les problématiques de fuseau horaire, de gestion des pauses, etc., qui va prendre tout ça en compte. En dessous, on va retrouver une petite zone dans laquelle on va avoir rassemblé tous les liens nécessaires à connaître pour être capable de dérouler proprement le PI planning, c'est-à-dire pour éviter que les gens aient à chercher à droite, à gauche. On a rassemblé ici tous les liens nécessaires avec, par exemple, les différentes zones où ils vont pouvoir discuter par équipe ou par exemple, les zones de workshop. Dans la partie plénière, on va retrouver les liens vers les conférences audiovisuelles. On va retrouver un lien pour télécharger les slides, mais aussi dans cette zone-là, on va pouvoir aller trouver
les liens où vous allez pouvoir poser toutes vos questions aux speakers et dans lesquels ils vont pouvoir vous apporter des réponses. En dessous, on a aussi prévu un petit espace relatif au plénière qui récapitule les objectifs trains qu'on s'est définis dans les grandes lignes, quels sont les attendus clients pour le PI à venir et qui vont du coup être discutés lors de ce PI planning. Un peu plus loin dans la timeline, donc on retrouve effectivement le programme board qui, comme vous le voyez, représente un petit peu toutes les petites dépendances qu'il va y avoir entre les différentes tâches et ce qui vont permettre un peu de toucher du doigt quels sont les risques, les tenants, les aboutissants, où est-ce qu'on va être éventuellement ric-rac sur le chemin critique. Ensuite, on va avoir une zone plus dédiée à la partie synchronisation pure où chaque équipe va pouvoir indiquer son état d'avancement avec des couleurs, ce qui va nous permettre aussi de pouvoir simplement se bencher les uns les autres. Donc tout ça, ça va être un peu dans cet endroit. On va aussi retrouver dans cette zone la partie revue par les business owners de la business value qu'apportent les équipes avec leurs objectifs. Et puis on va retrouver, si vous avez décidé de le faire comme ça, par exemple, les votes par équipe. C'est-à-dire qu'en fait, là, chaque équipe aura une ligne. Et on va rentrer un peu plus dans le détail, un peu plus loin. Et enfin, on va retrouver une dernière zone autour de la thématique de la rétrospective, plus la partie clôture dont vous parlera Olivier tout à l'heure, et qui ne sera pas forcément intégrée directement, mais qui sera plutôt à l'écart, de sorte à ce qu'on ait la possibilité éventuellement d'exporter les résultats de notre rétrospective. Alors ici, je vous présente deux exemples de salles virtuelles une fois qu'elles ont été remplies lors de nos PI planning. En fait, ce sont nos deux derniers PI planning. Donc, comme vous le voyez un peu de loin, il y a beaucoup de vie puisque comme vous pouvez un peu l'intuiter, il y a beaucoup de cartes qui sont créées un peu partout par chacune des équipes. On retrouve aussi dans les programmes board un peu centraux, je ne sais pas si vous voyez ma souris plutôt sur cette zone-là, en fait, toute la partie liée aux différents grands objectifs. Et puis, un peu l'avancement des équipes, là, un peu plus loin. Alors maintenant, on va parler un peu plus en détail du programme board. Alors, l'astuce qu'on va vous proposer, après la création d'une salle virtuelle qui mime un peu la salle physique, ça va être maintenant de customiser en fonction de vos besoins les programmes board proposés par Safe. Alors, quel va être l'enjeu de cette customisation? Premièrement, de répondre à la vision exprimée par le business, les product managers, quand ils vont présenter un peu en début de PI planning quelle est leur vision, il va falloir y répondre par des réponses d'implémentation appropriées. La deuxième chose, ça va être d'essayer de clarifier par objectif, finalement, comment on va faire. Et puis enfin, si possible, d'essayer de proposer un rapprochement entre le plan qu'on a prévu et les risques qu'on a identifiés. Alors pour ça, si on revient un peu sur les programmes board safe un peu classiques qu'on retrouve un peu partout, qu'est-ce qu'on observe? Ce qu'on observe, c'est que finalement, s'il y a relativement peu d'équipes, on a une vision assez claire en fait des dépendances. Ça se passe relativement bien. On voit bien les liens entre les différentes cartes et puis qu'est-ce qui va poser problème, s'il y a un décalage, qu'est-ce qui va pousser quoi, etc. Ça, on arrive bien à le visualiser. Par contre, ce qu'on peut aussi se rendre compte, c'est que dès qu'il commence à y avoir un grand nombre de sujets ou d'équipes ou de dépendances, ça devient très difficile de lire, en fait, comment notre plan il va se dérouler. Et puis, ça ne va pas forcément être facile d'évoquer à l'oral les différents objectifs et puis que chacun comprenne bien les dépendances qui sont associées à tout ça. Du coup, ce qu'on vous propose, finalement, ça va être de splitter votre programme board en différents programmes board qui eux-mêmes ne traiteront qu'un des key topics, des objectifs clés dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, qui sont identifiés au niveau du train pour le PI à venir. Et de se dire, voilà, pour le premier objectif, on a identifié que, mettons, il y a l'équipe numéro 4 et l'équipe numéro 7 qui vont travailler dessus. Alors, on se laisse aussi une ligne complémentaire en haut pour dire potentiellement, si on en avait oublié, voilà, ils ont aussi une zone où ils peuvent venir mettre des cartes. Une zone qu'on va aussi utiliser pour indiquer les grosses milestones du PI, que ce soit des périodes liées, mettons, à des absences obligatoires pour cause de Covid, par exemple, ou mettons des jours qui sont off, ou des dates de livraison particulières. Et on va pouvoir comme ça ici indiquer
par gros objectif, finalement, les contributions des différentes équipes. Alors, le gros avantage, comme vous le voyez, c'est que déjà, on n'a plus de liens de dépendance qui vont traverser d'une part à l'autre votre programme board, puisque finalement, là, les seuls liens qu'il y aura, ils seront contraints dans ce micro-programme board lié à un objectif. Alors évidemment, là, j'en ai représenté 2, mais il faut s'imaginer qu'on peut en avoir une dizaine, en fait. Alors, autre avantage aussi, c'est qu'on a rajouté à la fin une colonne risque qui va nous permettre d'indiquer sur quelle équipe, par rapport à tel objectif, porte un risque. Alors, ça ne nous met pas effectivement le lien direct avec la carte en question, mais ça nous permet déjà quand même de savoir que telle équipe est éventuellement risque et après d'aller regarder un peu plus finement. Et puis, vous verrez, si vous en faites l'expérience, à l'usage, ça donne quand même beaucoup de clarté, puisque finalement, même après le PI planning, quand vous serez en cours de PI, vous allez pouvoir revenir dessus et puis faire des points de synchronisation autour d'un objectif en incluant les différentes équipes associées, et vous aurez une vision beaucoup plus claire qui ne sera pas polluée par le reste du programme board de quels sont vos liens de dépendance. Alors, astuce suivante, on va se proposer aussi de faire pareil, une customisation, mais ce coup-ci non plus des programmes boards, mais des team boards qui sont proposés par Safe. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de se rajouter comme fonctionnalité? Déjà, d'avoir une séparation un peu plus claire des features et des enablers dans nos team boards, donc dans les tableaux de travail au niveau équipe. La deuxième chose qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir une répartition temporelle un peu plus efficace finalement des user stories qui concernent nos features et nos enablers. Et puis enfin, on va essayer de se doter d'une capacité à facilement être capable d'ajuster notre engagement. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Voyons déjà à quoi ressemblent les team boards Safe un peu classiques. Alors, ce qu'on voit sur ces team boards, sur la droite, on voit bien nos user stories en vert, nos dépendances éventuellement en orange, et puis sur la gauche, on va voir tous nos objectifs en bleu et nos objectifs stretch, c'est-à-dire sur lesquels on a un certain niveau de risque attendu en violet. Et puis en dessous, on va retrouver le roam un peu classique où on va faire figurer les différents risques en fonction est-ce qu'ils sont résolus, ownés par quelqu'un, c'est-à-dire pris en charge par quelqu'un, acceptés ou mitigés parce qu'on a trouvé une solution de mitigation. Et effectivement, la première chose dont on se rend compte, c'est où sont nos features et nos enablers, c'est-à-dire que les besoins exprimés initiaux ne figurent pas dessus. Il figure dessus la version découpée en user stories prise en charge par l'équipe. Du coup, ne figure pas non plus le lien entre ces features et puis les différentes stories, et ne figure pas non plus les liens entre les objectifs en bleu ou violet et ces fameuses features. Et comme il n'y a pas la feature un peu intermédiaire, effectivement, vous ne voyez pas figurer le lien entre les objectifs et les différentes cartes qui sont planifiées à droite. Alors, ce qu'on va vous proposer, c'est de construire un team board un peu de cette manière. Alors, comment ça va se passer ? On va avoir ici une colonne sur la gauche avec des cartes jaunes qui représentent les features et les enablers, donc les fonctionnalités et puis on va dire un peu les capacités. Et on va faire figurer de haut en bas, par ordre de priorité, les différentes features demandées par les clients. Donc on va simplement les reporter par ordre de priorité qui ont été établis dans la cérémonie du WSJF qui permet de définir qu'est-ce qui est le plus prioritaire jusqu'au moins prioritaire avec des critères rationnels. Une fois que cette étape est faite, on va ensuite venir splitter en user stories, c'est-à-dire découper nos cartes jaunes en cartes vertes, et puis les affecter dans les différentes itérations en fonction de la vélocité qu'on peut identifier en haut, qui est notre capacité à faire par itération en fonction de la présence des gens, par exemple. Ensuite, on va identifier les dépendances avec des cartes oranges. Alors, par exemple, si on a besoin de quelque chose en amont d'une autre équipe, on peut le faire figurer comme ça, comme vous le voyez ici. Si c'est en aval, on le mettra plutôt à droite dans une itération successive. Et puis, une fois qu'on a identifié nos dépendances, on va pouvoir aussi identifier nos risques sur la droite par rapport à une feature, toujours cette même ligne. Une fois qu'on a fini de faire cette étape-là, on va pouvoir venir créer nos objectifs, donc en bleu, ou nos objectifs stretch, donc qui portent sur un risque. Donc c'est à partir du moment où effectivement la feature, il y a un risque indiqué à droite, mathématiquement, j'ai envie de dire, votre objectif sera stretch et donc ici représenté en violet. Alors, qu'est-ce que tout ça, ça permet? Ça va permettre effectivement, comme je l'ai dit avant, déjà de faire une répartition temporelle, puisque finalement, dès que vous aurez découpé vos cartes jaunes, vos features, en carte verte, c'est-à-dire en user stories au niveau de l'équipe, vous allez pouvoir les répartir dans les itérations. Et ce que je propose, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ici, il y a une grosse barre diagonale avec marqué Delivery Expectation.
qui représente en fait d'en haut à gauche et en bas à droite où est-ce que vous devez répartir vos cartes vertes. Puisque finalement, une carte prioritaire, stratégiquement, ça sera plus intéressant de la faire en début de PI et une carte moins prioritaire de la démarrer en fin de PI. Comme ça, s'il y a un décalage sur une carte prioritaire, ben, vous aurez de la marge derrière pour quand même la réussir et la finir dans le PI. Donc en fait, théoriquement, vous devrez retrouver vos cartes vertes qui vont dessiner une petite diagonale. Alors je vous montre un peu ce que ça donne avec un peu plus de cartes et avec un peu plus de détails sur les cartes. Mais vous retrouverez voilà, vos cartes vertes qui feront une diagonale qui part d'en haut à gauche et qui va en bas à droite. Et ça, une fois que vous aurez fait le total des points de vélocité nécessaires sur vos cartes vertes, vous pourrez voir ce que ça loge dans mon itération par rapport à la vélocité que j'ai indiquée en haut. Et si ça loge pas, vous pouvez répartir vos cartes vertes. Et ça, c'est hyper efficace parce que dans un tableau safe un peu classique, comme vous savez pas est-ce que la carte verte est associée à telle feature prioritaire ou pas, vous pouvez pas faire cette répartition plus efficace dans le temps. Bon, en tout cas, c'est beaucoup plus difficile et ça prend plus de temps. La deuxième chose qui vient mathématiquement avec, finalement, c'est que vous allez avoir une capacité à ajuster votre engagement. Pourquoi ? Très simplement parce que si vous voyez que vous avez pris trop de travail, il suffit simplement de venir couper la dernière ligne, finalement la feature la moins prioritaire, et puis de répartir un peu vos cartes vertes pour que finalement vous ayez dégagé une capacité de travail qui va vous permettre d'aller au bout et de rentrer dans les clous pour votre PI. Voilà. Alors, astuce suivante. On va essayer de poser les rails en définissant pour l'ensemble des acteurs du PI planning des étapes très claires qui vont donner en fait des indicateurs d'avancement pour tout le monde. Alors, comment on fait? Alors là, je vous ai donné un exemple. On va représenter sur la gauche l'ensemble des équipes, et puis ensuite, on va faire des colonnes qui représentent chacune des étapes. Alors, je vais vous les détailler, on va les voir ensemble. Premièrement, on va avoir le calcul de la vélocité, c'est-à-dire quelle est ma capacité à faire dans chaque itération. Ensuite, on va avoir le fait de reporter les cartes jaunes sur les teamboards, c'est-à-dire les features et les enablers, de les afficher par ordre de priorité. Ensuite, on va avoir le découpage en user stories, donc c'est les petites cartes vertes qu'on a vues. On va avoir l'identification des dépendances, l'identification des risques, la création de nos PI objectives, tout ça c'est toujours sur nos teamboards. Ensuite, on va aller reporter, alors nous, comme on travaille avec Jira, dans l'outil projet, nos PI objectifs. Donc nous, on va les reporter dans Jira. On va les saisir informatiquement. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle la message box green. Ça veut dire, on va s'assurer que tous les messages, toutes les demandes qui nous ont été faites par d'autres équipes, on les a bien traitées et qu'on les a bien mises en vert. Et une fois qu'on a traité toutes ces demandes, on viendra mettre cette case, pareil, en vert. À ce moment-là, une fois qu'on aura fini tout ce travail préparatoire, on sera prêt pour la revue par les business owners, et auquel cas on viendra indiquer par un code couleur, là par exemple en orange dans notre exemple, mais là on ne le voit pas, elles sont toutes en rouge. On viendra dire, ça y est, on est prêt, les business owners peuvent venir nous voir. En fonction de ça, les business owners verront, tiens, cette équipe est prête, tac, je la mets en jaune parce qu'on va voir celle-là. Et comme ça, on indique à tout le monde, ok, si vous nous cherchez, on est actuellement occupé avec telle équipe. Une fois que toutes les équipes auront été revues, par exemple, enfin en tout cas qu'une équipe a été revue, elle va pouvoir, par exemple, effectuer un vote de confiance par équipe. Alors là, pareil, petit avantage de faire un vote de confiance par équipe, c'est que ça va permettre finalement, en avance de phase, avant même qu'on ait fait éventuellement la final plan review, donc la présentation finale du plan qui est prévue, on va pouvoir voter au niveau de l'équipe et se poser la question, ok les mecs, est-ce qu'on est confiant entre nous d'être capable de délivrer le plan sur lequel on s'engage par rapport à nos clients? Si on n'est pas très confiant, on revient en arrière sur le team board, on enlève un peu de charge, c'est-à-dire on va venir supprimer une feature, enfin un objectif par exemple, pour arriver à proposer quelque chose sur lequel on est confiant de livrer dans les temps. Et ça, on va pouvoir reworker avant même d'arriver à la final plan review. Donc là, pareil, on va gagner du temps, en particulier dans le contexte d'un PI planning à distance. Enfin, il va y avoir une petite étape de clean-up, parce qu'en fait, quand on va faire de la saisie dans les outils projet, forcément, il va falloir vérifier que les saisies ont été bien faites, que c'est bien conforme, etc. Donc, nous, on s'est doté d'un certain nombre d'outils, puis on essaye de vérifier qu'il n'y a plus d'erreurs. Alors voilà pour la partie PI planning. Je vais maintenant passer la main à Olivier qui va vous parler de la partie finalisation. Merci Audric, merci pour toutes les astuces. Alors la partie la finalisation, donc on a choisi de se focaliser sur la rétrospective, donc une cérémonie importante dans l'agilité pour l'amélioration continue.
Cette rétrospective, elle arrive en fin de PI Planning. Comme à la fin de cette session, souvent, il n'y a plus beaucoup de temps. Les équipes sont fatiguées. Donc, l'astuce va consister à faire une rétrospective le plus fun possible et qu'elle soit autoportée et disponible après le PI Planning. Donc, avec un Energizer, si possible, au début, en variant les formats. Et donc, sur un board, et comme le disait Audric, détaché du PI Planning pour pouvoir exporter les cartes sans tout exporter le reste et lier au PI Planning. Donc, je vous donne quelques exemples de rétrospectives simples, efficaces et fun. Donc, il y a le Quick Starter, donc c'est l'exemple suivant. Elle est très simple. Donc, on invite chacun à mettre une action d'amélioration et à voter avec un crédit, un budget de 10 points par personne sur les idées et on fait le plan d'action. Il y a des formats plus fun, plus imaginaires, mais plus longs à dérouler, donc en fonction du temps que vous avez. Dans tous les cas, les instructions doivent être claires, les règles, les étapes, pour que, si vous n'avez pas le temps de faire dans les règles de l'art, c'est-à-dire pendant le PI Planning, vous pouvez soit reporter la rétrospective un atelier après le PI Planning, soit commencer pendant le PI Planning la collecte d'idées et animer un atelier de mise en place d'actions par la suite. Donc, pour mettre en place les actions, on recommande donc un système de vote, vu que l'objectif de la rétrospective, c'est d'en déduire des actions votées par tous. Donc, un système de vote, soit avec des quotas ou pas, soit par équipe, soit tous ensemble, en fonction de la taille de votre train. Donc, je donne par la suite 2 exemples de vote. Donc, nous avons utilisé Klaxoon. Klaxoon, c'est très pratique puisque on peut faire des likes. On sélectionne une idée et on accède au petit cœur, on like et automatiquement, toutes les cartes comptabilisent le nombre de likes et en mode liste, on trie ensuite le nombre de cartes le plus plébiscité. Ou alors mettre des post-it avec là un nombre de votes que l'on choisit, ce qui permet de plus différencier les actions, mais ce qui est beaucoup plus ce qui est plus consommateur de temps. Donc, je recommande d'utiliser les likes pour les grands groupes et en petits groupes, éventuellement, on peut utiliser le système de vote par post-it. Donc, voilà donc les 2 astuces pour les rétrospectives, fun, bien auto-documentées, auto-portées et des systèmes de vote pour qu'elles soient aussi disponibles après le PI Planning pour le retravailler en fonction donc des besoins et des contextes. Voilà. Un petit bonus, c'est de mettre sur chaque board de rétrospective un lien sur le board du PI Planning. Également un rôti, le lien sur le rôti à la fin. On peut aussi également mettre en perspective les améliorations, ce qu'on a bien aimé, moins bien aimé, ce qu'il faut améliorer en distanciel par rapport en présentiel, sur site par rapport à distance. Et comme par exemple, en comparaison avec un PI Planning fait en présence, on aurait par exemple choisi de garder le système de t-shirt pour créer la cohésion, faire des cafés, des pauses café, les améliorer, faire un after work qu'on ne peut pas faire donc en distanciel. Et donc, comment améliorer ces différences? C'est toujours intéressant de comparer à distance par rapport en présentiel, notamment pour la cohésion d'équipe. Donc, pour conclure, donc on a des contextes complètement différents, tous les 3. On peut animer un PI Planning à distance. Parfois, on constate même, et c'était mon cas, une amélioration de la production. On arrive à faire en moins de temps. On arrive à augmenter la prédictibilité. Par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et au niveau de la cohésion d'équipe, là, c'est plus compliqué. Ça a mis d'un pied d'égalité ceux avec qui on travaillait à distance, comme à Bangalore ou à Bucarest,
Ça, c'était aussi un avantage. Donc, globalement, nous, ça a été positif. Et on cherche toujours des moyens pour améliorer la cohésion d'équipe, ce qu'on a perdu par rapport au présentiel. Alors, de notre côté, si je devais conclure un petit peu sur les résultats qu'on a pu observer grâce à toutes ces petites astuces et puis à toutes celles que vous pourrez retrouver dans les documents téléchargeables, hein, mais je vous invite vraiment à télécharger le PDF qui sera à votre disposition parce qu'il contient beaucoup de, j'allais dire, d'informations complémentaires qui vous permettront de creuser l'ensemble des sujets pour être bien prêt le jour J. Alors, de notre côté, le PI Planning à distance, ça a été quand même quelque chose de très surprenant puisque, en fait, on s'est rendu compte, au départ, on pensait que ça aurait beaucoup de difficultés à marcher, que ça a quand même plutôt bien marché. Ça nous a d'ailleurs permis, en particulier, de nous mettre au même niveau que les équipes à distance qui travaillent, par exemple, en Inde ou ailleurs. Donc, eux-mêmes ont vraiment eu des retours hyper positifs par rapport à ça. Par contre, il est vrai que voilà, on perd l'échange en face-to-face, donc c'est un petit peu moins efficace peut-être de ce point de vue-là. Mais bon, voilà, c'est à nuancer parce que comme finalement on écrit tout, comme on utilise par exemple des chats avec historique, on peut facilement rattraper une conversation déjà démarrée, des choses comme ça. Donc il y a quand même beaucoup de points positifs et malheureusement, je pense pas qu'on a encore, enfin, en tout cas de notre côté, tout à fait l'expérience pour vraiment trancher, dire voilà, c'est mieux, c'est moins bien, tout ça. En tout cas, c'est faisable. Donc vous découragez pas et voilà, je pense qu'il y a vraiment des belles choses à faire là-dessus. Alors Philippe, de ton côté, comment ça s'est passé ? Quelques mots, bon, vous avez dit déjà pas mal de choses. Voilà, le PI Planning, effectivement, peut être réalisé à distance, bien sûr. On vient de le voir avec un cas concret dans notre présentation, à condition d'avoir des bons outils et une préparation en amont. Bien sûr. Donc, même si ça fonctionne à distance, je pense qu'on ressent quand même, en tous les cas chez nous, un manque de lien social et des discussions présentielles. Les interactions pourraient être plus compliquées aussi par rapport à la maturité des équipes. Des équipes qui démarrent dans les modes agiles, peut-être qu'il faut envisager des présentiels. Donc tout ça, ça reste à discuter. Effectivement, on n'a pas beaucoup de recul à aujourd'hui sur ce mode à distance. Et ce qu'on voit bien quand même, c'est dans le cadre du dispositif actuel, le dispositif sanitaire, et face au télétravail qui se développe, la trajectoire va devoir quelque part s'adapter. En tous les cas, les modes vont devoir s'adapter. Merci à tous. Je crois qu'on va passer aux questions-réponses. Alors, on vous a juste pour les gens qui auraient des questions, on vous rappelle un petit peu la checklist. Ça peut vous donner éventuellement des idées de différents points si vous avez des questions sur des sujets en particulier, même si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder le PDF en tant que tel. Voilà. Alors, on est à votre disposition. Donc, on a plusieurs questions, je crois. Oui. Donc, il y a une question qui est: comment arrivez-vous à gérer l'aspect humain et fédérateur de ces PI malgré la distance? Alors, je ne sais pas qui veut répondre, Philippe peut-être, ou sinon moi je vais répondre. Oui, je peux donner un petit mot sur notre contexte. Voilà, nous, voilà, nos équipes se connaissent bien depuis un certain temps. Donc, on n'a pas eu trop de difficultés à fonctionner à distance parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'entrées et sorties dans nos effectifs. Donc, c'était un point fort. Effectivement, ça reste à voir en fait quand il y a beaucoup de rotation. Mais là, pour le coup, notre recul n'est pas assez important. Je te repasse la parole, Audric. Déjà, pour maintenir un peu de cohésion, ce qui peut être sympa, c'est d'essayer d'organiser des petites energizers à distance, des petites animations, des petits moments de détente et pas que focaliser sur la partie travail parce que c'est vrai que même nous, quand on était sur site, on avait toujours à cœur d'essayer de proposer un petit karaoké entre midi et deux, des petites activités où on essaie de faire prendre conscience aux gens de l'intérêt de l'agilité avec des pieds icebreakers aussi. Enfin, voilà. Je pense que ça, c'est pas mal pour essayer de maintenir une haute énergie et d'avoir justement un aspect un peu fédérateur. Et puis, un exemple, tiens, je vois Audric, il a son t-shirt RTE. On peut continuer, moi aussi j'en ai un là, on peut continuer à mettre les t-shirts, faire esprit d'équipe et faire ça à distance. Ok. Deuxième question, comment les équipes accueillent ces changements par rapport au team board standard qu'ils ont utilisé durant les formations SAFe?
Alors, du coup, je vais peut-être répondre parce que vu que c'est moi qui les ai créés, ça va être peut-être plus simple. Mais en gros, ils l'accueillent très très bien parce que même concrètement, depuis qu'on les a créés, je crois qu'au sein de la Société Générale, je connais au moins une quinzaine ou une vingtaine d'équipes et de trains, enfin pas d'équipes, de trains plutôt, qui se sont mis à les utiliser parce qu'ils y voient un intérêt. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus efficace. Hein. Je vous invite vraiment, ne serait-ce de toute façon, c'est comme tout. Moi, je vous dis pas, c'est une recette magique, faites-le, ça marche, c'est bulletproof. Mais par contre, testez-le et vous verrez par vous-même. Nous, on se donne toujours, on n'est pas, par exemple, on n'est pas maqué avec Safe. Hein. Clairement, Safe pour nous, c'est une trousse à outils. Notre objectif, c'est d'être le plus efficace possible. Donc, si on peut être plus efficace en faisant quelque chose qui n'est pas du Safe, on fera autre chose qui n'est pas du Safe. Donc, essayez, faites l'expérience, et puis, à la limite, faites-nous des retours. Hein. Comme on le disait dans une des slides rapidement, mais n'hésitez pas à nous recontacter, que ce soit Philippe, Olivier ou moi sur LinkedIn ou quoi, pour échanger vos expériences. S'il y en a parmi vous qui sont RTE et qui font partie du groupe des RTE là, qui s'appelle le Cortex Interentreprise, pareil, n'hésitez pas à nous faire vos retours ou contacter les RTE de votre entreprise qui sont peut-être dans ce groupe-là et qui pourront, si vous ne nous contactez pas sur LinkedIn par exemple, arriver à nous contacter autrement. Je pense qu'on pourra aussi peut-être vous laisser nos adresses email, enfin je sais pas, Philippe ou Olivier, voilà, pour si vous avez des retours à nous faire là-dessus ou besoin de conseils par rapport à ça, mais voilà, n'hésitez pas. Ok. Il nous reste 5 minutes. Avez-vous un usage important de la visio lors de ces PI à distance? Je crois qu'on peut dire oui. C'est un des outils principaux, hein, quelque part. Voilà, sans avoir de visio, c'est quand même compliqué. Ok. Qui porte le budget des outils que vous avez utilisés pour vos PI? DSI, programme de transfo, train, programme indépendant, autres? Pour nous, voilà, on est autonome dans un service, donc c'est notre entité qui porte ces coûts-là. Mais un groupe avec un certain nombre d'outils qui sont très collaboratifs et qui sont mutualisés et pour lesquels, en fait, voilà, on peut utiliser d'autres licences, de mon avis. D'accord. Quels energizers sont efficaces à distance? Tu veux répondre? Le bien, c'est de poser des questions pour réveiller, pour mettre les noms. Il y a une multitude. Alors nous, comme on utilise Klaxoon, il y a des templates d'Energizer, Icebreaker Energizer. C'est sûr qu'on ne peut pas utiliser le bâton d'hélium, mais par contre, des quiz, un système de questions, petit karaoké. Avez-vous été accompagné? Coach, agile, cellule, etc. Alors, nous concernant, on a tout un service d'accompagnement à la Société Générale, mais il est vrai que tout ce qu'on vous a présenté là, on l'a fait en totale autonomie, c'est pas des choses qui nous ont été soufflées ou quoi. Et nous, on a eu l'accompagnement des coachs dans le cadre du centre agile de Société Générale pour démarrer de notre transformation et nous accompagner également. Donc voilà, on a cette continuité-là. Donc là, aujourd'hui, on est quasiment autonome en fait sur ces cérémonies-là. D'accord. La préparation en amont des features, enablers et user stories se fait-elle d'abord dans Jira avant de les envoyer sur les team boards Klaxoon? Alors oui, effectivement. Alors ce qu'on appelle la préparation, hein, qu'on s'entende bien, on parle des features et des enablers. C'est-à-dire que pour être en mesure de faire le WSJF, c'est-à-dire la session de priorisation, il faut déjà qu'elle soit rédigée en respectant des critères. Hein, vous le savez aussi bien que nous, je pense. C'est-à-dire il faut que vous ayez défini une definition of ready qui va indiquer très précisément, là on le voit un peu, hein, c'est un des critères dans la partie préparation de produit qui est ici. Voilà, vous devez avoir défini ça. Ensuite, les gens ils doivent les saisir. Nous, on a des étapes de validation. Une fois que c'est validé, ça passe dans les sessions WSJF où ça va être débattu par tous les stakeholders pour savoir qu'est-ce qui est plus prioritaire que tel autre truc. Et puis à la fin, on a effectivement directement dans notre outil du type Jira la liste de toutes les cartes priorisées qui sont prêtes à emploi. Ce qui fait que finalement, en séance, ce que créent les équipes, ce sont les cartes dans leur tableau à eux, donc les user stories, et les objectifs, mais au niveau du train.
Voilà, je ne sais pas si vous avez un mot de conclusion. Merci à tous en tous les cas. N'hésitez pas à jeter un œil à celle qu'on vient de vous présenter, qui est aussi dans les documents à télécharger, parce qu'il y a des petits schémas qu'on vous avez fait qui, je pense, sont assez parlants et qui pourront peut-être vous aider un peu plus. On a essayé de vous proposer des outils très concrets que vous pourrez utiliser vraiment dans la vie de tous les jours, de vous proposer des choses qui changent un peu de l'ordinaire. Donc, on espère que ça a été intéressant. Et puis, merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci.